Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons, comme vous le voyez avec ce PowerPoint, aborder la question du Sénat canadien. Alors, dans cette notion, donc ce sujet du Sénat canadien s'inscrit dans notre recherche, notre étude de la collaboration entre les organes fédéraux et fédérés, puisque nous avons vu qu'une des caractéristiques d'un État fédéral était la collaboration entre le pouvoir fédéral et les États fédéraux. Ceci existe-t-il au Canada? Si oui, le cas échéant, comment? Quels sont les organes? Un des premiers organes, certainement un des organes principaux pour ce faire, serait le Sénat. Donc, vérifions si effectivement le Sénat canadien permet cette collaboration avec ses caractéristiques actuelles. Nous nous questionnerons également pour savoir s'il y aurait des possibilités d'amendement pour que, éventuellement, le Sénat permette une meilleure collaboration ou peut-être puisse servir de porte-voix aux provinces. Et le cas échéant, nous conclurons en voyant quelles pourraient être les conséquences de certains types d'amendements qui sont généralement proposés. Alors, nous connaissons bien le Sénat. Je vous réfère à la loi constitutionnelle de 1867. Alors, comme nous le savons, il y a 105 sénateurs au total. Ce qui est intéressant de noter, et vous l'avez à l'article 22 qui apparaît à l'écran, c'est la composition du Sénat. Celui-ci, donc, représente 4 grandes régions. Il ne représente pas les provinces, il représente 4 grandes régions. Souvenez-vous le contexte. En 1867, nous avons 2 petites provinces maritimes qui s'associent aux 2 grandes composantes du Canada uni. Donc, une façon d'accorder plus de poids à ces petites provinces maritimes était de les désigner comme étant une région. Et de ce fait, elles avaient, au même niveau que le Québec, au même niveau que l'Ontario, 33%, 33,3 pour être plus précis, 33% des sièges donc, du Sénat. Et elles augmentaient de la sorte leur poids, puisqu'il est bien certain qu'à la Chambre des communes, où elles allaient avoir une représentation au prorata de leur population, leur poids serait véritablement moindre, donc on compensait de la sorte. Cette division par région est demeurée. Évidemment, de nombreuses provinces se sont ajoutées au Canada. On a maintenant 4 régions au lieu de 3, mais le système est toujours le même. On a un nombre égal de provinces, de sénateurs pour chacune de ces régions. D'autres systèmes existent pourtant. Ici, nous voyons le Sénat australien. Donc, nous savons qu'au Canada, il y a un nombre égal de sénateurs par région pour chacune des 4 grandes régions. En Australie, on a préféré procéder autrement. Alors, au lieu que les sénateurs soient nommés, en premier lieu, ils sont élus. Vous le voyez ici à l'article 7. Le Sénat se composera de sénateurs élus dans chaque État au suffrage direct par les électeurs de chaque État. À moins de dispositions contraires de la part du Parlement fédéral, chaque État ne formera qu'un seul collège. Donc, on comprend que l'élection se fait au prorata. Donc, c'est une élection proportionnelle. À moins de dispositions contraires de la part du Parlement fédéral, le Parlement du Queensland, et là j'arrête ici, c'est une situation particulière pour cet État. Poursuivons, il y a une autre information sur le Sénat dans la diapositive qui suit. Alors, à moins de dispositions contraires, vous le voyez, au début, on avait prévu 6 sénateurs par État, donc un nombre fixe. Cela a été modifié et tout en bas de la diapositive, je l'ai mis en gras, vous voyez que maintenant il y a 12 sénateurs par État. Donc, on a une situation ici qui est tout à fait différente de la situation canadienne, dans un État qui est pourtant très près du Canada, puisque c'est un membre du Commonwealth. Nous avons ici des sénateurs élus. Sénateurs élus qui, comme vous le voyez, ne représentent pas un comté ou une circonscription. Ils sont élus pour leur État. Et il y a pour chaque État 12 sénateurs, donc
chaque État a un poids similaire dans la Chambre du Sénat, dans la Chambre haute. À l'article 8, les conditions pour être sénateur, mais ce sont les mêmes que les conditions pour être membre de la Chambre des représentants. Donc, puis les conditions pour pouvoir voter sont exactement les mêmes aussi. Fonctionnement du Sénat, l'article 23 de la Constitution australienne que vous avez ici de reproduit. C'est une chambre qui fonctionne donc avec une façon assez similaire à ce que l'on connaît ici dans notre Chambre des communes. On y débat, on y vote, et les votes, les décisions sont tranchées à la majorité, tout simplement la majorité simple, chaque sénateur ayant droit à un vote. On comprend bien, dans ce contexte, que des sénateurs qui ont été élus, qui vont débattre au Sénat australien, ne se sentent probablement pas dans une situation inférieure à celle des membres de la Chambre des communes. Et les sénateurs australiens se sentent tout à fait libres de voter comme ils l'entendent, naturellement, sous réserve, naturellement, de la discipline de parti. Un autre système qui est totalement différent, le système allemand. Alors, nous avons ici une photo du Bundesrat, vous le voyez à l'article 50, par l'intermédiaire du Bundesrat. Alors ici, c'est la chambre, si vous voulez, des Länder. C'est par le biais de cette chambre, les Länder participent à la législation et à l'administration de la fédération et aux affaires de l'Union européenne également. Donc, on comprend que cette photo ici est prise à Berlin. En fait, le Bundesrat est à quelques centaines de mètres du Bundestag, c'est-à-dire de la Chambre des communes. Tout cela est assez près. Donc, on comprend bien ici que les Länder ont une chambre où faire valoir leurs intérêts, qui est ici le Sénat ou le Bundesrat. Alors, avec votre permission, je poursuivrai avec l'expression Sénat allemand. Alors, le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, article 51. Les Länder, c'est l'équivalent de nos provinces ici au Canada, ce qui veut dire que, comme vous le voyez, les gouvernements des Länder nomment et révoquent les membres du Bundesrat. Ils peuvent se faire représenter par d'autres membres de leur gouvernement. En d'autres mots, c'est un peu comme si le gouvernement du Québec désignait les personnes qui allaient siéger au Sénat canadien pour participer aux travaux du Sénat canadien, que ces sénateurs auraient droit de discussion, droit de vote, là, tout ce que vous voulez. Ils s'agiraient comme des sénateurs. Toutefois, ils seraient choisis et envoyés par le gouvernement du Québec, de l'Ontario, etc. C'est donc une chambre de la fédération où chaque composante fédérée a une parole, peut faire valoir ses arguments lors des travaux donc, qui toucheront la législation de l'ensemble fédéral. Vous le voyez en de plus, chaque langue a au moins 3 voix. Il y a des variations, donc c'est au moins 3 voix. Certains landes en ont plus, ça peut monter jusqu'à 6 sénateurs en fonction de la population. Les membres du gouvernement fédéral ont le droit, et si la demande leur en est faite, donc ils ont l'obligation de prendre part au débat du Bundesrat, c'est-à-dire que les sénateurs peuvent demander aux membres du gouvernement de venir répondre à leurs questions, éventuellement dans leurs travaux. Au Canada, voyons comment cela le système que nous avons vu se manifeste concrètement. Alors, évidemment, on comprend qu'il y a, juste en voyant ce tableau, on comprend la grande distinction qu'il y a entre le système canadien et le système australien ou le système donc allemand. Dans le système australien, peu importait le nombre d'habitants, chaque province avait donc un nombre, chaque État, excusez-moi, avait un nombre égal de sénateurs. En Allemagne, le nombre varie, tout de même, il n'y a pas, ça ne va pas là du simple au double, mais le nombre varie également de sénateurs en fonction de la population. Donc, les landes les plus importants ont le droit à un nombre de sénateurs plus élevé.
Au Canada, la situation est un peu différente, ce n'est pas proportionnel, mais on comprend que l'idée de départ, telle que je l'ai dit, c'était de faire en sorte que les petites provinces aient plus de poids au Sénat pour compenser donc leur faiblesse à la Chambre des communes. Voyons comment cela se traduit. Alors, on a par exemple, regardons ce tableau. Ce tableau, vous ne le trouverez nulle part, parce que c'est moi qui l'ai composé. Donc, voyons voir comment ça se traduit. Donc, vous voyez, Terre-Neuve et Labrador en 2017, ce sont des estimations. Donc, 528 000 habitants, 1,4% de la population du Canada. Donc, nombre de sièges au Sénat, 6, ce qui nous donne tout de même 5,7% des sénateurs qui composent le Sénat pour une population de 1,4. Et on comprend que si on regarde ce 1,4, ça devrait nous donner une idée du nombre de députés qu'ils ont donc à la Chambre des communes. Hein. On va tourner autour d'un chiffre qui sera plus proche, excusez-moi. L'île du Prince-Édouard, 0,4% de la population du Canada et 3,8% des sièges au Sénat. Nouvelle-Écosse, 2,5% de la population du Canada, 9,5% des sièges au Sénat. Nouveau-Brunswick, 2% de la population, 9,5% des sièges au Sénat. Québec, c'est assez similaire pour l'instant. C'est assez similaire parce qu'il est certain que la population du Québec n'augmentant pas au même rythme que la population du restant du Canada, il pourra y avoir une révision du nombre de députés représentant le Québec éventuellement, mais bien entendu, il n'y aura jamais de révision, à moins qu'il y ait révision constitutionnelle. Donc, il n'y aura pas de révision du nombre de sénateurs. Donc, le 22,9% des sièges au Sénat pour le Québec est fixe, alors que le 22,2% des sièges, excusez-moi, le 22,2, c'est ça, excusez-moi, de la population du Canada pourra diminuer donc au cours des prochaines années. L'Ontario, on voit bien qu'elle a tout de même moins de sénateurs que ce que représente sa population dans le Canada, 37,5%. On comprend que pour l'Ontario, de toute façon, son poids se trouve donc à la Chambre des communes, même si elle a moins de poids au Sénat. Donc, ceci compense cela sans aucun doute. Et je vous laisse regarder, et vous verrez les territoires tout en bas, là, ce qui montre bien la distinction. 0,1% de la population au Canada pour le Yukon, territoire du Nord-Ouest et Nunavut, et on a donc presque 1% des sièges donc au Sénat pour ces trois territoires. Donc, on voit bien ici le mécanisme par lequel on tente d'accorder plus de poids aux petites provinces au Sénat, donc qu'elles n'en ont à la Chambre des communes. Donc, s'il y a un avantage avec le Canada, c'est celui-là. Avec cette diapositive, j'ai transposé les chiffres par région en utilisant les 4 grandes régions identifiées dans la loi constitutionnelle de 1867. Alors, chaque région doit avoir normalement autour de 22,9 là, donc, % des sénateurs au Sénat, mais on voit quel est le pourcentage de population pour avoir ce 22,9% donc de sénateurs. Bien, vous voyez, l'Ontario, nous l'avons déjà vu précédemment, c'est 37,5% de la population. Le Québec, donc 22,2%, nous connaissons ces chiffres. Mais regardons les deux autres régions que nous ne connaissions pas pour l'instant. Mais on voit que les provinces maritimes, avec 4,9% donc de la population, à 22,8, 22,9% des sièges au Sénat, alors que dans l'Ouest, c'est le contraire. On en arrive à 30,6% de la population canadienne pour n'avoir que 22,8, 22,9% des sièges au Sénat. Donc, fort probablement, s'il y a une région du Canada qui peut se déclarer insatisfaite du système canadien actuel, c'est fort probablement les provinces de l'Ouest qui, avec un poids démographique quand même conséquent, important, ont un poids moindre au Sénat, alors que les provinces maritimes, évidemment, ils trouvent
leur bonheur. Quant au Québec, mais c'est un élément de stabilité puisque, comme je le disais, si son poids risque d'être réduit à la Chambre des communes, il demeurera le même au Sénat. Naturellement, tout reste la question demeurera de savoir, mais que peut faire le Sénat? Donc, les provinces qui sont les plus insatisfaites, celles qui réclament le plus un amendement du fonctionnement du Sénat, ce sont effectivement les provinces de l'Ouest qui, depuis longtemps déjà, réclament un système électoral, donc pour les sénateurs, avoir un Sénat qui aurait un statut égal également donc à celui de la Chambre des communes. Donc c'est la demande des provinces de l'Ouest, mais loin d'être certain. Si l'Ontario pourrait ne pas s'y opposer, mais on voit bien que le Québec et les provinces maritimes ne seront certainement pas très chaudes à cette idée. On a donc ici, juste pour pouvoir comprendre un peu plus donc ce dont nous parlions, j'ai mis, comme vous le voyez, le nombre de députés et le nombre de sénateurs pour comparer. Donc, l'Ontario a 121 députés, donc pour un total de 35,8% de la Chambre des communes, plus un quart, excusez-moi, de 22,9% du Sénat, le Québec 23%, donc la Chambre des communes, province de l'Ouest 30%, ce qui ressemble à leur population, hein, souvenez-vous, c'est ce que nous avions vu, donc pour n'avoir que 22,9% des sénateurs, alors que les provinces maritimes, encore une fois, c'est là véritablement où on voit l'effet du Sénat canadien, 7,4% donc des députés à la Chambre des communes, et 22,9% donc des sénateurs au Sénat. Alors, évidemment, là, on peut se poser des questions sur la composition du Sénat, comment modifier le Sénat, quel autre mécanisme pouvons-nous utiliser, mais il est certain que si on réfléchit à ces questions, il nous faudra absolument également nous poser des questions quant au rôle du Sénat dans le système législatif canadien actuel. Modifier la nomination des sénateurs aura certainement un effet, dans une certaine mesure, sur leur légitimité, hein, s'ils sont élus, par exemple, et ça aura certainement un effet, in fine, sur le pouvoir de ce Sénat, donc, puisqu'on voit mal que des sénateurs élus puissent se plier les chines devant des députés également élus avec exactement le même mécanisme. Alors, dans la mesure où le rôle de la Chambre haute de la Fédération, et normalement nous avons vu que ce sont des caractéristiques donc de pouvoir fédéral, hein, d'une fédération, donc dans la mesure où la Chambre haute d'une fédération permet la participation des États membres au processus décisionnel des organes centraux, ben, elle doit assurer à chacun des États une représentation effective, quelle que soit son importance géographique. L'objectif poursuivi est donc de corriger les inégalités de représentation qui existent à la Chambre basse, dont la composition obéit au principe démocratique de la représentation selon la population, donc le principe de représentation à la Chambre basse. Alors, deux possibilités pour compenser cela, c'est-à-dire pas deux possibilités, la meilleure possibilité pour compenser cela, c'est véritablement d'avoir un nombre donc au Sénat qui n'est pas fonction de l'importance de la population dans le pays. Alors, le système a été retenu aux États-Unis, 2 sénateurs par État. En Australie, nous l'avons vu, 12 sénateurs par État. Les avantages que cela présente, ça contrebalance efficacement les inégalités de représentation à la Chambre de la population. Ça rassure les États faiblement peuplés, et c'est véritablement ce qui s'est produit au Canada en 1867, donc, qui craindraient d'être dominés par ceux dont la population est plus nombreuse, et ça traduit le principe de l'égalité juridique des États fédérés, puisque tout le monde est égal à la Chambre sénatoriale. Alors, l'égalité absolue peut être injuste et produire des effets antidémocratiques, hein, et on voit tout de suite, là, si on prend la situation canadienne, avec nos petites provinces maritimes qui ont une toute petite population, les territoires également, ben, la conséquence de cela est que s'il y a un nombre égal de sénateurs pour toutes les provinces,
mais les petites provinces qui ont une population moindre peuvent tout de même réussir à s'allier éventuellement pour avoir un nombre de sénateurs suffisant pour bloquer un projet de loi qui pourrait être donc autrement euh, voulu par une majorité de la population, mais se trouvant dans de grandes provinces, étant concentrés dans de grandes provinces qui n'auraient donc de ce fait pas suffisamment de sénateurs pour contrer le nombre de sénateurs des petites provinces. Alors c'est le problème évidemment avec la situation canadienne ici, et il peut y avoir donc un problème de légitimité ou de démocratie à cet égard. Au Canada, donc, l'adoption du principe de l'égale représentation de toutes les provinces canadiennes au Sénat entraînerait des conséquences difficiles à accepter sur le plan démocratique à cause de ce que je viens de vous décrire à l'instant. Alors, une autre solution pourrait consister, pour la situation canadienne, s'entend donc, à augmenter le nombre de sièges des provinces de l'Ouest. Évidemment, le problème ici, c'est qu'il faudrait sans aucun doute faire varier le nombre de sièges donc, pour le Québec et pour l'Ontario, qui, comme vous le savez, ont droit à 24 sénateurs, du moins dans la mesure où on conserverait les 105 sénateurs qui sont prévus donc, dans la loi constitutionnelle de 1867. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de souligner les problèmes que cela soulèverait. Peut-être moins pour l'Ontario, en raison du nombre de députés qu'elle a à la Chambre des communes, mais beaucoup plus pour le Québec, qui, depuis 1867, voit son importance réduire, donc régulièrement, que ce soit à la Chambre des communes ou que ce soit au Sénat. Alors, les sénateurs sont, et c'est sans doute une source donc de problèmes ou de revendications pour certaines personnes. Les sénateurs, comme vous le savez, sont nommés par le gouverneur général et en vertu d'une convention constitutionnelle, ce dernier agit de l'initiative et sur l'avis du premier ministre du Canada. Alors, le problème avec ça, c'est que les sénateurs ne représentent ni la population ni les pouvoirs publics des provinces dont ils sont chargés en principe de défendre les intérêts. Hein. Ils ne sont pas élus, donc ils ne représentent pas la population. Ils ne sont pas délégués par les autorités provinciales, ils ne représentent donc pas les pouvoirs publics des provinces. C'est un système qui, à cet égard, est particulier et qui, comme vous le savez, découle en grande partie de la volonté d'avoir une constitution qui soit semblable à celle du Royaume-Uni. Donc, ce manque de légitimité démocratique au fédératif fait en sorte que le Sénat sent le besoin de s'abstenir de s'opposer aux volontés du gouvernement et de la Chambre des communes. C'est donc pour cela qu'on prétend qu'il y ait maintenant une convention constitutionnelle suivant laquelle les sénateurs n'ont qu'un droit de veto suspensif, c'est-à-dire qu'ils peuvent retarder l'adoption d'un projet de loi, mais dès que la Chambre qui se compose des élus, qui a donc cette légitimité démocratique, insiste pour faire adopter un projet de loi, c'est-à-dire qu'il y aurait un aller-retour à quelques reprises entre la Chambre des communes et le Sénat finira par accepter la volonté des élus et votera positivement pour l'adoption du projet de loi, même si ces recommandations n'ont pas été transcrites dans le dit projet de loi. Donc ici, évidemment, on peut se se questionner quant à la fonction de ce Sénat qui n'a qu'un pouvoir de deuxième lecture pour apporter donc des conseils, apporter des modifications qui peuvent de toute façon être refusées par la Chambre des communes. Non. Si on veut que le Sénat exerce dans l'avenir des pouvoirs significatifs, les sénateurs donc devront être désignés d'une manière qui assume une certaine légitimité démocratique ou qui en fasse véritablement les porte-parole des provinces. Et c'est là où on en arrive donc au mécanisme d'élection. Excusez-moi, de désignation, de nomination. Si on veut que le Sénat ait véritablement un pouvoir plus important à l'avenir au Canada, il faudra, un, que l'on procède par des élections ou
2, que les sénateurs soient désignés, soient nommés par les provinces elles-mêmes pour que ces sénateurs aient donc une certaine légitimité. Mais le système actuel donc fait en sorte que le Sénat est affaibli. Hein. Donc, si vous voulez, le problème est à la base même là, de l'institution. Alors, quels sont les critères utilisés présentement pour la nomination des sénateurs? Naturellement, je vous renvoie à la loi constitutionnelle de 1867, mais depuis quelques années, des comités sont mis sur pied pour la sélection des sénateurs et le gouvernement a ajouter à la liste des critères qui se trouve dans la loi constitutionnelle de 1867 d'autres critères. Vous le voyez, donc je vous laisse lire le contenu des paragraphes, mais on parle d'impartialité, de connaissance donc du système législatif et de la Constitution du Canada. Ça nous prend également des qualités personnelles dans le sens où ce que l'on veut, c'est avoir des gens qui sont intègres, des gens qui ont une bonne éthique de vie. Ça nous prend également des qualifications qui sont liées au rôle du Sénat. Donc, les personnes doivent soit avoir un niveau élevé d'expérience acquis sur de nombreuses années en ce qui a trait au processus législatif, soit des états de service donc à la communauté qui sont longs et reconnus, soit un leadership reconnu et un bilan exceptionnel de réalisation dans leur profession ou domaine de compétences choisis. Bon, avec des critères tels que ceux-là, on peut tout à fait avoir des chefs d'entreprise qui soient désignés, des champions olympiques qui répondront donc au dernier critère qui est ici. Donc en fait, cela laisse une très grande marge de manœuvre au comité pour faire des recommandations au premier ministre. Facteurs additionnels, vous voyez, ce sont des facteurs additionnels, ce ne sont pas donc des facteurs de premier niveau, représentation des sexes, des autochtones et des minorités, et finalement le bilinguisme, c'est-à-dire que c'est un atout d'avoir un sénateur qui comprend les deux langues. Le mode de sélection, toujours, alors l'élection des sénateurs est certes plus démocratique, mais il y a un problème, c'est le mécanisme de responsabilité ministérielle. N'oubliez pas que la Chambre des communes peut retirer sa confiance en tout temps au gouvernement et celui-ci donc doit demander au gouverneur général de dissoudre la Chambre et d'appeler des élections. Cela relève de la prérogative du gouverneur général, mais il n'empêche que le premier ministre, le gouvernement n'a d'autre choix que de faire cette demande. Donc, il y a un problème. En ce qui compte, ici, excusez-moi, il y a un problème ici, puisque n'oubliez pas, s'il y a élection, ce que je vous ai dit, c'est que le Sénat ne va probablement pas considérer qu'ils doivent se plier devant la volonté de la Chambre des communes. Or, qu'arriverait-il si un projet de loi était bloqué pour une longue période par le Sénat? Cela ne risquerait-il pas de conduire à la perte de confiance par la Chambre des communes, qui donc pourrait demander au gouvernement de se retirer? Et là, donc évidemment, on a un problème qui est une situation qui est un peu particulière ici, où le Sénat pourrait avoir donc des effets sur la durée de vie du gouvernement, qui pourtant ne se trouve pas en son sein. Évidemment, l'autre problème, c'est le système britannique lui-même. Donc, on sait bien qu'il y a une forte tendance, ce système, à conduire vers un bipartisme courant. Alors, Canada, que ce soit au Canada ou au Québec, on retrouve toujours les deux grands partis qui s'y trouvent. De plus en plus, on voit apparaître un deuxième ou un troisième parti ou un troisième ou un quatrième parti, mais qui demeure assez minoritaire dans le système. Hein. Souvent, les gens vont vouloir voter utile, voudront que leur vote
conduisent à la nomination donc d'un gouvernement. Donc on en arrive à un système de bipartisme. Alors si le bipartisme existe à la Chambre des communes, il n'y a aucune raison que le bipartisme n'existe pas également au Sénat. Donc on se trouvera avec un problème d'opposition des mêmes partis dans les deux chambres. Et là, ben, on a le choix. Soit c'est la même majorité dans les deux chambres et le Sénat ne sert à rien, soit nous avons une majorité différente à la Chambre des communes de celle du Sénat. Et là, on a une opposition entre les deux chambres qui ne serait sans doute pas positive pour ce qui concerne l'adoption des lois. Dernier problème, c'est la discipline de parti. Alors, le système britannique paraît très bien, mais évidemment, en raison de la discipline de parti, en réalité, les membres de la Chambre des communes vont tout simplement voter de la façon que leur parti, que le whip de leur parti leur indique, et le résultat du vote est connu à l'avance. Alors, cette discipline de parti existera sans aucun doute également pour les sénateurs, en ce sens que les sénateurs qui devront être élus auront besoin d'argent, auront besoin d'un système pour les soutenir, pour aller cogner aux portes, pour poser les affiches. Ce sont des élections. Qui pourra leur offrir tout ce système? Ce sont les partis. Les partis, donc, seront sans doute les mêmes que les partis qui sont à la Chambre des communes, puisqu'ils auront intérêt à avoir le pouvoir également au Sénat. Donc, on se retrouvera avec un système où il y aura également discipline de parti, puisque le sénateur qui a été élu avec un parti X, s'il prévoit se présenter à nouveau aux élections sénatoriales par la suite, aura besoin du support de ce parti X et en conséquence, il risque d'être réceptif aux directives donc, de ce parti. Donc, dans ce cas, ben, on en arrive encore une fois à un système où il n'y aura pas véritable opposition, ou alors il y aura une opposition irréfléchie, hein, dogmatique entre les deux chambres, et le système ne fonctionnera pas nécessairement mieux, ce ne sera pas nécessairement à l'avantage des provinces, donc ici, ou de la population. Alors, pour éviter ce résultat d'opposition, il y a différentes possibilités. Alors, ce que l'on veut, en réalité, c'est influencer, ou, comment dirais-je, administrer différemment les processus électoraux pour faire en sorte que les électeurs ne votent pas automatiquement de la même façon aux deux chambres. Alors, on peut le faire de différentes façons, comme vous le voyez. On peut donc faire en sorte que les élections se tiennent à des dates différentes. Ce n'est pas impossible, puisque si je prends le fédéral, par exemple, les élections sont à date fixe. Bon, il suffirait d'adopter une autre loi prévoyant, par exemple, que les élections sénatoriales soient quelque part au centre donc, de la période prévue pour la Chambre des communes. Les sénateurs pourraient être élus pour un terme plus long que les députés. Les circonscriptions électorales devraient être différentes, sans aucun doute, pour les sénateurs et les députés. Mais la façon la plus sûre, donc, consiste à utiliser pour chacune des deux chambres un mode de scrutin différent. Donc, on pourrait continuer à avoir le même mode de scrutin pour la Chambre des communes et faire une élection sénatoriale, donc proportionnelle, c'est-à-dire que le parti X qui aura 50% des voix aura 50% des sièges sénatoriaux, donc pour cette province. Donc on pourrait également réfléchir de la sorte. Cela pourrait poser problème pour le Québec. Cela nécessiterait sans doute un amendement constitutionnel, mais c'est une possibilité qui peut être utilisée pour faire en sorte que chaque chambre soit indépendante. Toujours dans le mode d'élection, vous avez quelques commentaires ici qui sont faits que j'ai déjà soulevés, c'est-à-dire que les sénateurs qui seront élus vont appliquer la discipline de parti. Donc, en d'autres mots, les sénateurs seront plus loyaux à leur parti politique qu'à leur électeur ou à la province pour laquelle ils sont élus. Alors, une autre
Excuse-moi. Un des problèmes, donc, ici, tient du régime parlementaire. Donc, notre système tel qu'on le connaît maintenant, c'est ce que nous venons de voir. Donc, par contre, si on modifiait le système, et peut-être faudrait-il en arriver là pour avoir un système électoral, donc sénatorial, qui soit efficace, ce serait d'avoir un système qui soit plus de nature présidentielle, tel qu'on le connaît aux États-Unis, et où surtout la stricte discipline de parti n'existe pas. Hein. C'est la ligne de parti ici est véritablement ce qui va poser donc le plus de problèmes. Alors, une autre possibilité que nous avons soulevée plus haut, c'est que les sénateurs représentent leur province, c'est-à-dire avoir une chambre de la fédération, ce que nous n'avons pas maintenant. Alors, pour faire en sorte que la loyauté des membres du Sénat aille aux provinces ici, le meilleur moyen, ça consiste à les faire désigner directement ou indirectement par les gouvernements provinciaux. C'est ce que nous avons vu avec la loi fondamentale allemande au début de cette présentation. Alors, comme vous le voyez, dans la pratique, ce qui arrive, c'est que tous les membres d'une délégation provinciale font partie du gouvernement de la province. Donc, les délégations, qui sont généralement dirigées par le premier ministre provincial ou par un autre membre important du cabinet, doivent voter en bloc, hein, ce qui donne un certain poids, et elles sont tenues de suivre les instructions de leur gouvernement provincial, de leur gouvernement respectif. En d'autres mots, cela a pour conséquence que les États fédérés participent véritablement à la législation fédérale, à celle qui va de toute façon s'appliquer à leur territoire. Alors, cela aura également une autre conséquence, mais c'est naturellement un processus de négociation entre les provinces. Les provinces, sachant qu'elles devront voter éventuellement donc au Sénat, vont, avant même les réunions tenues au Sénat, mettre sur pied des processus de collaboration par voie de commission ou de rencontre, peu importe, pour faire en sorte qu'elles se mettent d'accord sur ce que sera leur position lors des travaux au Sénat. Alors, en ce qui concerne le Bundesrat, comment cela se traduit-il? Alors, ces membres donc possèdent déjà une expérience des affaires publiques au niveau provincial, ce que n'ont pas les sénateurs canadiens. Si vous avez été, je ne sais pas, un entraîneur de hockey, je pense à cet exemple qui a déjà existé. Si vous avez été un entraîneur de hockey, vous ne connaissez rien aux affaires publiques de la province. Ce n'est pas le cas des membres du Bundesrat, puisqu'ils sont dans le gouvernement de leur Länder. Deuxième avantage, les membres du Sénat peuvent s'appuyer sur la fonction publique et l'administration de leur province, puisqu'ils font partie du gouvernement provincial. Et la conséquence, c'est qu'on a ici des sénateurs qui arrivent beaucoup mieux préparés que les sénateurs canadiens. Il peut même arriver que, en fait, les sénateurs arrivent mieux équipés parfois que les députés eux-mêmes, donc, puisqu'ils auront eu toute l'administration provinciale pour les soutenir et que cette administration provinciale leur auront donné moultes informations, statistiques, ils connaîtront également la politique de leur province. Donc, ça fait des sénateurs qui sont véritablement bien équipés pour participer aux travaux. Par contre, le désavantage, évidemment, c'est qu'un processus électoral, donc, ou une chambre de la fédération, peu importe, là, aura sans doute pour conséquence donc une centralisation des pouvoirs donc au niveau fédéral. Alors, évidemment, vous comprenez, si je prends l'exemple de la Chambre de la Fédération, ça devient beaucoup plus simple pour les provinces d'accepter que le pouvoir fédéral acquiert plus de pouvoir, puisque de toute façon, elles sont capables de s'exprimer au niveau fédéral. Donc, il n'y a pas un processus si on veut, d'opposition ici. Évidemment, dans le système actuel, la province qui ne peut participer aux travaux du Sénat s'inquiète donc de ses champs de compétences. Elle veut être capable d'administrer
le droit est d'administrer sa province comme elle l'entend. Or, si elle n'a pas été capable de faire adopter au niveau provincial quelque chose qui lui semble important, voire juste, évidemment, elle sera sans doute moins réceptive pour une législation qui aurait tendance à empiéter sur ses champs de compétences. Donc, la Chambre de la Fédération peut faire en sorte qu'il y aura une certaine centralisation des pouvoirs au niveau fédéral. De même, il risque d'y avoir, même si on procède par des élections, donc il y aura une modification très claire du système politique canadien vers un système qui sera probablement plus de la nature présidentielle américaine, parce qu'il faudrait conférer au Sénat plus de pouvoir. Hein. Si on a un Sénat qui n'a que des votes suspensifs tels que l'on connaît maintenant, bon, mais quel serait l'intérêt de se présenter pour y être élu, pour être sénateur, si ce n'est que pour retarder donc un vote? Naturellement, si nous avons des personnes qui composent le Sénat qui ont autant de support populaire que les députés, ben, il faudra accepter que ceux-ci exigent plus de pouvoir et évidemment, le Sénat se trouvera donc à être une chambre qui sera beaucoup plus importante dans sa raison de la confrontation qu'elle aura à la Chambre des communes. Et évidemment, cela aura tout à fait un effet sur le processus législatif actuel au pouvoir au niveau fédéral. Donc, quel que soit le processus qui sera adopté, soit un mode électoral, soit une chambre de la fédération, il en découlera très certainement un important amendement du système constitutionnel canadien. Mais à vous de déterminer ce qui vous semble le mieux, c'est-à-dire un processus, une structure dans laquelle les provinces auront une possibilité ici encore une fois, de légiférer ou de participer plutôt à la législation fédérale. Ben, souvenons-nous que les 4 provinces maritimes ont presque un quart des votes au Sénat. Donc, il n'est pas dit que le Québec serait déposé au Sénat serait nécessairement adopté. Bon, il faudra qu'il y ait négociation avec les provinces, mais il est certain qu'avec le système de sénateurs qui sont égaux, donc avec le nombre égal de sénateurs, il est certain qu'on aurait ici un pouvoir accru pour les provinces maritimes. Donc voilà, on a un Sénat qui, pour l'instant, peut sembler tout à fait insatisfaisant. Un Sénat qui se compose de sénateurs pleins de bonne volonté, qui font le travail qu'ils peuvent, mais sans être nécessairement des personnes qui sont bien informées et dans le domaine politique, voire même qui ont une grande expérience, qui peuvent faire des travaux de recherche, des analyses et arriver à des conclusions qui sont tout à fait valables, mais on a ce système présentement. Le système électoral a des défauts. La Chambre de la Fédération peut pour certains également avoir certains défauts. Donc, mais voilà, la conclusion, c'est à vous de voir ce que l'on fait avec tout ça. Prochaine diapo. Celle que vous préférez. Merci de votre attention.